Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Salut, ouais. Salut. Hop. Ok, super, ça a l'air de bien fonctionner. C'est nickel. Effectivement, vous pouvez aussi utiliser Général pour mettre du texte directement. Et n'hésitez pas à couper les micros parce que peut-être que si on est 40 en même temps sur le channel vocal, ça peut être un peu bruyant. Et ben merci à tous d'être là. Ouais, il y a plein de monde, c'est très très cool. Juste un truc que je dois dire à tout le monde pour être tranquille, c'est que je vais enregistrer la session. Ça va permettre de pouvoir la remettre après sur Twitch pour que vous puissiez la reconsulter plus tard si besoin. Ou voilà, exactement. Euh, mais aussi pour ceux qui n'auraient pas pu être là. Un autre truc, c'est que c'est la première fois que je fais un workshop sur Discord, donc vous êtes vraiment une session test. On va voir comment ça fonctionne ensemble. Et puis, mais j'espère que ça sera le premier d'une série, vu que ça me paraît très bien comme plateforme. Euh, Tenez-vous bien. Euh, Avant de commencer, je dois vous dire que ce workshop est sponsorisé par une marque de VPN très connue. Non, c'est une blague. Non, non. En fait, le workshop est poussé un peu par Antipattern, qui est une asso lyonnaise de creative coding. Je crois qu'ils ont rajouté un petit message dans Bienvenue. Si vous voulez avoir un peu plus les contacts justement sur qu'est-ce qu'ils font, les soirées qu'ils peuvent organiser assez régulièrement, c'est poussé entre autres par Cyclone sur Discord, mais Rock Bouchaillé. Voilà, exactement. Parfait pour les infos, merci. Et comme il est l'heure, eh ben on va s'intéresser à ce qui vous amène ce soir, Observable. N'hésitez pas à me couper, à interagir, que ce soit pas juste un monologue d'une heure et demie. Voilà, observablons tous ensemble. Du coup, pour ça, je vais vous partager mon écran, ça sera un peu plus pratique. Hop, vous voyez mon écran? Ouais, C'est ok, ouais. ouais, super, merci. Du coup, Observable, c'est une plateforme que j'utilise depuis quelques mois seulement. Auparavant, je sais pas, je me présente juste vite fait, peut-être, ou il n'y a pas besoin. Je suis pas. Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert processing et compagnie, et du coup, une dizaine d'années que je suis passionné de ça et que j'explore tout un tas de choses différentes. Jusque-là, mon workflow, c'était d'utiliser des tonnes de plateformes différentes, que ce soit Open Processing, CodePen, l'éditeur de P5.js et autres. Normalement, sur Workshop, non, vous voyez quoi sur Workshop? Tuc. Ah, c'est mieux. Et je vois qu'il y a des soucis pour voir le. T'es sur Safari? Non, bah, je sais pas. D'autres soucis. Il y en a d'autres qui ont des soucis.
Hop, j'en profite un petit peu. C'est le temps que ça se mette en place. Sinon, je sais pas, essaye de passer sur Chrome peut-être. Euh, Du coup, je disais, ouais, j'ai testé un paquet de plateformes avant d'arriver ici. J'ai bossé sur plein de sujets qui peuvent me passionner, que ce soit le design génératif, mais après d'autres trucs un peu plus techniques comme générer du son, faire des shaders, du SVG, rentrer vraiment dedans, pour après aller faire de la 3D, de l'impression 3D, de la découpe laser. Je bosse dans une école et au sein d'un lab, une sorte de fab lab au sein d'une école. Donc ça me permet de continuer à toucher à pas mal de technologies différentes et en même temps d'étudier tout un paquet de sujets différents pour ensuite partager. Donc c'est aussi ce qui fait que j'avais envie de faire ce workshop ce soir. J'ai des tonnes de carnets avec plein de sujets assez différents qui vont des bases de données à de l'électronique. J'ai essayé de m'organiser un peu comme je pouvais avec, je sais pas si vous voyez un peu les espèces de trucs sur les bordures là, pour essayer après d'avoir des catégories, des choses comme ça. Ah super, ça fonctionne sur Chrome. Euh, mais ça reste toujours. Alors c'est hyper pratique et hyper agréable le papier, mais c'est quand même bien d'avoir le code aussi à côté, pouvoir interagir, pouvoir le manipuler. Et justement, avec Observable, il y a une espèce de notion qui est les notebooks. Donc ça, c'est vraiment la notion de départ sur Observable, c'est-à-dire qu'on fait des cahiers sur lesquels on va pouvoir écrire, des pages sur lesquelles on va pouvoir écrire. On regardera un peu après. Et ces pages, on peut aussi les organiser. Alors là, ça fait, je sais pas, ça doit faire 6 7 mois que je bosse sur Observable. J'ai fait une centaine de notebooks. Euh, Parce que c'est vraiment hyper rapide pour pouvoir produire, pour pouvoir enchaîner, itérer sur ses productions. Euh, donc ça, c'est tous des notebooks qui sont publics. Alors il y en a qui sont vraiment des productions, du moins juste un rendu, d'autres qui sont plutôt des outils. Je vous en montrerai quelques-uns. Euh, et après, ces notebooks, on peut aussi les organiser dans différents sujets. Donc c'est vraiment par rapport à moi, ma pratique, ça me permet aussi d'organiser vraiment des, euh, des notebooks dans plusieurs collections en même temps et de pouvoir assez facilement retrouver ce sur quoi je bosse, comment enchaîner d'un truc à un autre. Euh, du coup, euh, ouais, il y a des notebooks qui sont vraiment juste des notebooks d'outils, par exemple. Donc, je vous en montrerai quelques-uns, comme par exemple Give Me Colors, qui était un de mes points les plus difficiles sur la génération graphique. C'était vraiment la couleur et le travail de la couleur dans mes productions. Si on regarde par exemple des trucs comme CodePen, ça se voit assez vite parce que pendant un temps, j'utilisais toujours exactement la même palette de couleurs. Donc c'était vraiment pas mon fort la couleur et du coup quand je suis arrivé sur Observable, je me suis dit bah peut-être que ça peut être un truc à explorer, c'est la couleur et donc de me faire un notebook qui va me servir à justement recenser des couleurs directement, des palettes de couleurs qui sont faites par des graphistes qui font que les couleurs fonctionnent très bien les unes par rapport aux autres. Et après bien sûr de faire aussi des choix quand j'ai une couleur quand j'ai une couleur, je vous partagerai un peu tous ces liens-là. Euh, voilà, de pouvoir vraiment se dire, ok, je complète, je me fais des collections d'outils sur Observable et c'est ça qui est vraiment hyper pratique et de pouvoir avancer là-dessus en réutilisant ces couleurs. C'est vraiment le point
très fort que j'ai trouvé sur Observable, c'est vraiment l'idée de pouvoir écrire du code. Alors, je vous montre. Bon, je sais pas ce que vous avez vous devez avoir ça à peu près sur Observable, une espèce de home comme ça. Ouais. Et du coup, bah, l'idée c'est de commencer par créer un nouveau notebook. Et donc sur un notebook, on arrive un peu sur un truc un peu austère où effectivement ça peut ralentir l'utilisation de cette plateforme qui est vraiment hyper agréable pour développer ses idées. Où on a cette espèce de truc où on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Alors il y a une petite flèche bleue, ok. Si on clique dessus, on voit qu'on a un résultat. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des cellules. Un notebook va être composé d'autant de cellules qu'on veut. On peut recréer des cellules à chaque fois, autant qu'on le souhaite, qui vont nous permettre, en fait, chacune de ces cellules, de pouvoir écrire du code. Alors, c'est du code, c'est du JavaScript que vous écrivez dans une cellule. Et donc, quand on run notre cellule, alors vous voyez qu'il y a un petit raccourci Shift Entrée pour run une cellule, ça nous permet de voir le résultat au-dessus. Donc ça va permettre voilà, de se dire, ok, je fais une petite cellule, je fais 2 plus 2. Ça me permet vraiment d'avoir des résultats assez interactifs directement. Donc le code qu'on exécute là-dedans, c'est du JavaScript, mais c'est pas exactement du JavaScript. C'est peut-être une des difficultés d'entrée sur Observable qui fait que c'est un peu bizarre, c'est que nos cellules là, toutes les cellules qu'on crée, on va pouvoir juste leur donner des noms. Et nos noms, ça peut être n'importe quoi. Et pour donner un nom à une cellule, ça va être en faisant une espèce d'assignation A est égal à 2 plus 2. Et donc là, je vois ma cellule, maintenant, son résultat, c'est A est égal à 4. Du coup, maintenant, je peux faire une deuxième cellule, B est égal à A plus 5. Voilà, et je retrouve mes résultats. Donc la différence avec du JavaScript, c'est qu'un nom de cellule, vous voyez, on retrouve un peu le principe d'une variable, mais un nom de cellule, en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser un var, const ou let. C'est directement ma cellule égale un résultat, et ça me permet d'avoir ça. Et un des avantages d'Observable, c'est qu'on est sur un environnement réactif, c'est-à-dire que dès qu'on va faire une modification sur une cellule, les cellules qui sont en lien avec celle-ci vont être remises à jour automatiquement. C'est-à-dire que si je mets à jour ma cellule A 2 plus 3, pouf, j'ai ma cellule B qui est mise à jour directement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une espèce de data flow dans Observable. C'est ce qu'on peut observer sur le côté. Je sais pas si ça a zoomé correctement. Ouais, non. Ce qu'on retrouve ici, on voit justement que la cellule A est liée à la cellule B. Et on voit donc la cellule A est à gauche, c'est-à-dire qu'elle va être avant la cellule B. Voilà. Et sur des notebooks qui vont être un peu plus complexes, Observable, tac. Il est là. Hop. Sur des notebooks un peu plus complexes, vous verrez que ça a vraiment du sens de pouvoir se dire ok, ça c'est lié à ça, qui est lié à ça, qui est lié à ça, c'est réutilisé à un autre endroit, et du coup de pouvoir tout de suite voir qu'est-ce qui est en lien avec quoi. Mais on n'en est pas encore là, nous on a juste 3 cellules. Du coup pour pouvoir faire du code, juste du code, ça a un côté pratique, il y a le côté réactif, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. C'est ce que je disais, on est plutôt dans de l'étude de différents domaines, et pour ça justement ça peut être intéressant justement d'avoir
un médium qui permette à la fois de faire la documentation et le code. Et des fois, on a besoin de lire le code pour voir le résultat, du moins pour comprendre le résultat. Des fois, juste le résultat suffit. Et donc, il y a certains notebooks où on va avoir des superbes visualisations de données et d'autres où on aura plus les éléments du code qui permettent de le construire et comment on arrive à ce résultat-là. Et donc, pour pouvoir documenter ces éléments-là, ben, effectivement, Observable a fait ce qu'on appelle une espèce de librairie standard qu'on peut retrouver assez facilement. Alors ça, c'est aussi hyper pratique de pouvoir chercher dans tous les notebooks publiés directement quand on est sur l'un. Et donc, il y a ce qu'on appelle la librairie standard dans Observable, qui va permettre justement de pouvoir faire des canvas assez facilement, de faire des éléments pour télécharger des résultats de données ou d'analyses qu'on peut faire. Mais je vous avoue que j'en utilise assez peu finalement, c'est ce qu'on va voir, c'est là où finalement avec Observable, avec très peu de choses, on peut faire énormément de choses ensuite. On va avoir par exemple une espèce de fonction HTML qui va nous permettre d'écrire du HTML. Alors, je vais l'écrire assez comme ça. Je sais pas, H2, Hello, Workshop, hop là. Et ça ne marche pas. Parce que Observable, en fait, utilise une espèce de... Une syntaxe un peu particulière, qui est une syntaxe assez récente du JavaScript qui s'appelle en français les littéraux de gabarit. J'ai vu la traduction sur Mozilla Developer Network, je m'en étais jamais servi avant. C'est les template literals. En fait, c'est une syntaxe qui s'utilise directement. Ouais, voilà. Tu le dis jamais sinon, template literals. Du moins, littéraux de gabarit en français. Ça fait très, très québécois. Sans vouloir blesser s'il y a des Québécois. Mais c'est très traduction littérale, effectivement. Donc, on utilise en fait directement des backticks. En JavaScript, maintenant, on peut utiliser... Les backticks, c'est les accents graves. Ça nous permet de faire des chaînes de caractères dans lesquelles on va pouvoir avoir aussi de l'évaluation de code. Ça veut dire, par exemple, ma variable b est égale à... Donc, entre backtick, et après, on va pouvoir utiliser encore une syntaxe encore un peu particulière qui est $accolade et ce qu'on souhaite évaluer à l'intérieur. J'essaye de reprendre ça parce que vous allez voir que ça va être hyper pratique par la suite. Et du coup, voilà, vous voyez, ma variable est égale à 10. Donc là, si je modifie ça, hop, 5, pouf, et vous voyez là que A est lié à B et que cette cellule-là qui n'a pas de nom est liée à B également. Et du coup, là où je voulais en venir, c'était que les fonctions qui ont été utilisées, qui ont été faites dans Observable pour pouvoir écrire directement des résultats, du moins de la documentation et produire des éléments HTML dans notre page. On va avoir par exemple HTML, et mettons qu'on veut, alors c'est ce que je vous disais, je veux un titre 2 qui me fasse ça, titre 2. Ça me permet de faire un titre 2 directement comme ça, ou alors moi j'utilise pas trop le HTML dans Observable, je vais plutôt faire directement du Markdown. Et donc on a une petite fonction MD qui va nous permettre d'écrire du Markdown et de pouvoir avoir directement nos éléments. Alors peut-être de montrer là. Donc un titre 3 par exemple en Markdown, ça va être 3 dièses et ensuite notre titre. Donc, ok, ça c'est intéressant, on va avoir du texte, on va avoir des éléments réactifs, mais c'est pas encore complètement le sujet qui nous intéresse. Nous, c'est Observable et
Creative Coding. Donc on va peut-être s'intéresser à un autre élément d'Observable qui est hyper intéressant. Comme on a du HTML ou MD, on a aussi une fonction SVG. Et donc SVG, alors c'est un peu comme si on écrivait du HTML hein, directement. On va pouvoir avoir notre SVG, width égale, je sais pas combien elle fait ma width, 600, height égale 400. Je vais lui mettre un style égal, histoire de pouvoir le voir. Background black. SVG. Et ça me permet d'avoir un SVG. Donc c'est un truc que j'ai pas mal exploré, aussi bien la création de SVG, aussi bien pour juste faire pour faire du visuel qui soit vectoriel, comme dans cette collection Generating SVG, où du coup j'ai fait vraiment un paquet d'expériences juste sur le SVG. Et l'avantage du SVG, bah, c'est vraiment un markup language. Donc là-dessus, tout ce que j'ai pu générer en SVG, bah, c'est simplement d'aller regarder Mozilla Developer Network, SVG, et puis la syntaxe des éléments. Donc on a plein de types d'éléments existants en SVG. Je sais plus où est-ce qu'ils ont. Voilà. SVG Documentation. Et du coup, ils ont tout un tas de trucs sur les formes de base, les couleurs. Donc ça nous permet effectivement en SVG de pouvoir se dire, ok, je veux un cercle et un élément circle. Un élément circle, il va avoir un centre X. Alors mettons que je veux le mettre au centre. Un centre Y. Il va avoir un radius, un rayon. Je vais faire 150. On va avoir une propriété de remplissage. White. Du coup, on peut utiliser directement les couleurs CSS. Ça aussi, ça a un côté assez pratique. On va mettre stroke none. Et je ferme mon cercle. Et j'ai un cercle. Donc, assez facilement, on va pouvoir avoir ça. Mais justement, c'est là où on va pouvoir combiner de la programmation à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Donc, en utilisant cette syntaxe-là. Mais aussi des éléments qui font partie de notre environnement réactif. À savoir, par exemple, dans Observable, il y a une variable qui s'appelle width, qui correspond à la largeur de notre notebook. Du coup, ici, je peux faire directement width. Donc, pour pouvoir le placer au centre, je peux refaire width divisé par 2. Et un truc que je fais, moi, c'est quand j'ai fait... Alors, je vous montrais, j'ai fait pas mal de SVG. Donc, des choses comme ça ou autres. Mais j'en ai fait aussi du SVG pour faire du plotter. J'ai un axe hydro. Et du coup, je peux prendre directement, générer mes SVG dans Observable. Les télécharger. Alors pour les télécharger, c'est vraiment hyper simple. Quand on a fait un SVG, on a juste ici un petit menu et on peut faire download SVG ou download PNG directement pour notre résultat. Donc là-dessus, c'est vraiment simple. Mais un truc que je fais régulièrement, c'est en gros pour avoir mon plot aux bonnes dimensions par rapport à ma feuille de papier. En général, ce que je fais, voilà, je fais une variable W qui est égale à la largeur de mon écran. Et si je veux quelque chose qui soit en A4, donc ça me fait du 210 par 197,
eh ben, j'essaye de faire un truc qui soit proportionnel en faisant h est égal à w fois 197 divisé par 210. Et donc ça me donne une dimension. Et après, j'ai juste à les utiliser ici dans mon h divisé par 2 dans mon dans ma page. C'est un A4, ça me paraît bizarre. C'est ça les formats? Ah oui, non, je suis pas. C'est 210 par 297. C'est parce que je fais pas du A4 d'habitude. Ouais, c'est mieux 210 par 297. Je trouvais que c'était pas le bon format, effectivement. Merci. Ça me paraissait un peu trop carré. Ok, donc on a ces éléments-là. On va pouvoir... Alors, du coup, on a des éléments dans Observable. On peut par exemple faire du... on peut se dire, au lieu de faire un seul élément, en général, ce que je fais, c'est... je fais un tableau d'éléments. Alors, c'est pareil, j'utilise une autre fonction. Alors, c'est pareil, une cellule, ça peut être une fonction. Par exemple, on peut se faire une fonction array est égal à une fonction qui va prendre un paramètre n. Alors j'utilise pas mal les arrow functions. Ça me permet d'avoir un peu la même chose que si je faisais arrow égale function n tac blablabla return une valeur. Mais je trouve la syntaxe un peu plus concise et un peu plus lisible directement. Donc je fais par exemple array n, je fais un nouveau tableau qui contient n éléments et ensuite je le remplis. un tableau, en fait, il faut d'abord le remplir une première fois pour pouvoir s'en servir. Et après, je fais map d i. En fait, ça me permet d'avoir juste une fonction. Ça va me permettre d'avoir... de dire, ok, je veux un tableau. Si ceux qui connaissent D3 peut-être voient l'équivalent avec D3.range. Ça va permettre de faire array 5 et du coup j'ai un tableau qui va de 0 à 5. Si je veux un tableau avec 50 éléments, je vais pouvoir faire voilà, mon tableau avec 50 éléments. Et donc c'est là où je vais pouvoir m'en servir. Alors c'est un truc que vous voyez aussi, l'ordre des cellules a peu d'importance dans Observable. D'ailleurs on peut les déplacer, les mettre où on le souhaite. On peut aussi cacher le code d'une fonction et voir juste son résultat. Donc pour ça, il suffit de l'épingler ou d'enlever l'épingle. Et du coup, de se dire, ok, je la mets en bas. Je fais en général ça sur mes tableaux, sur mes notebooks. En gros, ici, je mets tout ce qui est les paramètres de mon notebook pour arriver à un résultat donné. Et en dessous, on va plutôt voir des fonctions, des choses qui vont pas forcément être manipulées, mais aussi les imports. On va voir ça juste après. Les imports, ça va nous permettre d'amener du code d'autres notebooks. C'est vraiment là où on arrive sur la réutilisation de notre code, de pouvoir se dire, ok, je le fais à un endroit, je le réutilise ailleurs. Du coup, on va pouvoir se dire, ok, au lieu d'avoir un seul cercle, on va pouvoir se dire, ok, je veux un array avec 60 éléments pour chacun de mes éléments. Alors là, vous voyez, je mets i directement parce que c'est le numéro en fait dans ma cellule. Donc pour chacun des éléments de mon tableau, je vais créer un cercle en fait. Donc ça fera un truc du genre return circle.
Et comme c'est un tableau et que moi j'aurais besoin d'une chaîne de caractères, en général, je finis par join. Simplement pour me dire, ok, chaque élément de mon tableau va me rendre une chaîne de caractères. Toutes ces chaînes de caractères, après, je vais les joindre les unes les autres pour avoir une seule chaîne de caractères. Du coup, ici, je vais pouvoir me dire, ok, je voudrais, alors, mettons, on va faire ça. On va faire const x égale mat.pose de, voilà, on va faire const angle égale i divisé par 60 fois mat.pi fois 2. En gros, là, je définis un angle. Je vais pouvoir dire que c'est égal à mon angle fois un rayon. Alors, j'avais mis 150 comme rayon. Je vais pouvoir faire la même chose avec y. Alors, désolé, on fait un tout petit peu de maths pour pouvoir positionner nos points sur notre cercle. Et du coup, de se dire, mon cercle, je le veux à x, celui-là, je le veux à y. Et je vais faire des cercles qui font 20. Et on va inverser, on va faire juste un stroke. Alors, et tous mes cercles là sont centrés sur 0, mais c'est pas grave. Un des autres avantages du SVG, c'est qu'on va aussi avoir des éléments comme des groupes. Et sur un groupe, on peut appliquer directement une propriété transform. Et donc moi, ce que je veux, c'est faire une translation. Par exemple, le centré. Donc je vais faire translate. Width divisé par 2, 8 divisé par 2. Hop, mon groupe, il commence ici. Et il va se terminer à ce niveau-là. Donc j'aurai tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Transform, ça n'existe pas. Transform, c'est mieux. Hop là. Du coup, voilà, ça me permet d'avoir ce genre de choses. Donc, déjà, on peut commencer à faire des choses et puis se dire, ok, peut-être que le rayon, je veux que ce soit un paramètre. Alors, moi, là, j'avais mis 20. Hop, je peux me dire, ok, finalement, mon rayon, ça peut être aussi un paramètre. Comme ça, j'ai juste à modifier ma variable ici pour avoir mon résultat tout de suite. Je pourrais faire la même chose avec le nombre de cercles. Dire n est égal à, je sais pas, 100. On va faire un paquet d'un coup. Et de se dire, ok, là j'ai n et n. Ah oui, on peut faire commande-clic aussi pour pouvoir avoir plusieurs carettes en même temps et du coup pouvoir éditer son code à plusieurs endroits à la fois. Et donc ça nous permet, alors qu'est-ce qu'on a? On a ça, on pourrait aussi mettre une variable pour notre rayon intérieur. Voilà, on peut venir mettre tous nos paramètres de cette manière-là. Et du coup de se dire après, voilà, j'ai juste à les modifier et avoir le résultat. Si 300 c'est trop, voilà. Donc, pouvoir venir altérer un peu son résultat de cette manière-là. Et de se dire après, finalement, le code qui permet de générer le SVG, finalement, il n'y a pas besoin de le voir directement, mais je peux utiliser des éléments, voilà, juste mes paramètres, venir les modifier pour pouvoir avoir un résultat assez propre. Et donc c'est là-dessus où je vous disais, des fois c'est intéressant de voir le code pour arriver au résultat et de comprendre comment est-ce qu'il est fait. Des fois on veut quelque chose qui soit un peu plus de l'ordre de la visualisation interactive et donc du coup de se baser plus sur des paramètres et avoir quelque chose de plus visuel. Comme on est là-dessus et que je vous parle de visuel, là on est surtout en train de rentrer des chiffres dans des tableaux, c'est pas forcément hyper intéressant, mais ça va nous permettre de voir un truc qui est hyper pratique avec Observable et que vraiment je réutilise énormément. C'est-à-dire qu'on peut importer
des éléments d'un notebook dans un autre notebook. C'est-à-dire que dès que je fais une cellule, B est égal à machin, A plus 5. Alors, je vais importer la cellule la plus intéressante du truc. Alors, je vais peut-être importer celle-ci. Je vais dire résulte égale SVG, machin, tuc, tuc, tuc. Si je fais un nouveau notebook, on peut déjà faire import. Non, je l'ai appelé result from. Alors là, c'est juste, comme c'est un notebook privé pour le moment, j'ai juste un ID dans mon notebook. Donc je peux dire import from cet ID là. Hop, il me l'importe et après j'ai juste à l'appliquer et du coup ça me permet de réutiliser ça. Mais de la même manière, j'aurais pu importer plusieurs cellules comme array également, qui était une fonction qui était assez pratique, qui me permettait de faire tout de suite, de générer des éléments, de se dire ok, j'importe array et comme ça je peux réutiliser ma fonction array. Et de la même manière, bah, du coup, il existe plein de notebooks qui ont déjà été faits, qui permettent d'avoir des outils aussi dans Observable. Il y a notamment un notebook qui s'appelle Inputs, qui va nous permettre de retrouver justement d'autres choses que juste une cellule avec du texte, mais plutôt de se dire ok, je veux un slider, un bouton, ce genre de choses, et de se dire ok, pour l'utiliser, en général c'est comme ça qu'on documente dans les notebooks d'outils à réutiliser, on va mettre ok, voilà ce qu'il faut importer. Donc moi je vais pouvoir importer slider. Alors là, je vais faire un petit markdown. Hop. 1, 2, 3. Import. Et de se dire, ok. Là, c'est mes imports. Donc, j'ai importé slider. Et comme je ne sais pas exactement ce que je veux utiliser, je vais pouvoir me dire, ok, integers. J'ai juste à cliquer sur le côté de la cellule pour pouvoir voir comment est-ce qu'on utilise la cellule. Donc c'est vraiment après de se dire, ok, il y a des éléments qui sont déjà faits qu'on va pouvoir réutiliser. Donc par exemple, mon rayon, je vais pouvoir le renommer, alors ViewOf. ViewOf, c'est un opérateur d'Observable aussi qui va permettre d'afficher quelque chose et de prendre la valeur de cet élément pour pouvoir s'en resservir comme variable. Donc moi, mon minimum, on va dire que c'est entre 10 et 150. Que mes steps, elles vont aller 10 en 10. Que la valeur de départ, elle doit être de 30. Je peux lui donner un titre. Ensuite, on va mettre en rayon. Hop. Et j'ai pas besoin de description. Alors, il va se passer un truc. Pouf! Hop là, j'ai tout cassé. C'est normal. C'est simplement que j'ai deux variables, j'ai deux cellules surtout, qui s'appellent R. Donc c'est ce qui nous dit runtime error, R is defined more than once. Hop, donc je supprime la deuxième qui m'intéresse plus, et donc maintenant je vais pouvoir, ça c'est pareil, je peux le cacher, et de pouvoir se dire, hop, j'ai quelque chose qui soit un peu plus pratique, un peu plus interactif. Et donc à partir de là, une fois qu'on a compris ça dans Observable, c'est le moment où on commence à se faire un notebook. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu ça dans Observable, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, je vais faire un notebook où j'aurai toutes mes fonctions utilitaires que je réutilise en permanence dans plein de trucs. Et du coup, ce notebook, il est venu s'agrandir progressivement. Donc, j'ai un notebook qui s'appelle Utilities. Hop, je vous le colle ici. Et du coup, qui va me permettre d'avoir un peu toutes les fonctions justement et de les documenter. Alors, j'ai pas remis le import array from utilities à chaque fois, import shuffle. Mais du coup, ça me permet d'avoir des fonctions. Voilà, ma fonction array qui me permet de générer des tableaux d'éléments.
une fonction shuffle qui va me permettre de modifier un tableau, de le, de le, comment on va dire, de le shuffler, de le, de lui donner un ordre aléatoire, d'avoir, voilà, mélangé, merci, euh, d'avoir certaines constantes. Alors là, c'est vraiment purement par fainéantise et des fois, parce que je trouve ça un peu plus propre dans le code d'avoir à écrire pi plutôt que mat.pi à chaque fois ou taux plutôt que mat.pi fois 2. Du coup, je me suis fait des variables comme ça que j'importe en permanence. Des variables qui me permettent de faire de l'interpolation. Alors oui, si le notebook est supprimé, l'import ne fonctionne plus, ouais, effectivement. Parce qu'à chaque fois qu'on va relire le notebook, justement, Observable va refaire les imports. Après c'est pour ça, hein, vous pouvez aussi, un des avantages d'Observable, c'est que si vous avez vraiment peur que le notebook soit supprimé, bah, il y a un petit bouton fork ici. Vous forquez le notebook et du coup, ça vous permet d'avoir un nouveau notebook et du coup, vous pointez vers le vôtre plutôt que vers celui-ci. Donc, c'est une possibilité d'être tranquille. Mais ça, voilà. Euh, donc, une fois qu'on a, du moins, moi je me suis fait un notebook où vraiment j'ai tout un tas de fonctions vraiment utilitaires, clamp qui me permet de contenir une valeur contraindre une valeur entre entre un minimum et un maximum, des fonctions d'aléatoire, des fonctions de, oui. Alors merci Kevin. Effectivement, quand on, tac, je fais un fork. Je peux faire une modification, input, alors, hop là, je fais une modification et je peux proposer, voilà, suggérer les modifications. C'est un peu, effectivement, c'est l'équivalent d'une pull request de GitHub, donc on a vraiment aussi cet effet communauté, mais c'est aussi pour soi de se dire, ok, je fais un premier notebook où j'arrive à une version qui est fonctionnelle, que je veux publier, et à un moment, bah, je veux développer une amélioration sur ce notebook-là, bah, sans forcément tout casser. Je fais un fork de mon notebook. On peut voir justement compare fork, voir les différences entre le notebook qu'on avait et l'autre. Du coup, par exemple, si je fais compare fork, voilà, il me met vraiment les deux versions différentes. Je peux retrouver justement le diff à la GitHub et du coup de se dire ok voilà ce qui a été modifié, ce qui a été amélioré et effectivement moi il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont qui ont fait des efforts, qui ont contribué au notebook que j'ai pu partager et ça c'est hyper agréable de se dire ok on fait quelque chose, ça peut servir à d'autres personnes reviennent dessus, l'améliorent mais dans un environnement qui est vraiment hyper simple d'accès, je trouve. Hop, tac, je peux quitter. Tac. Et mon notebook, après, je peux le supprimer aussi. C'est aussi assez pratique. Donc, une fois qu'on a ça, bah, du coup, moi, j'ai fait tout un tas de fonctions utilitaires que je réutilise dans tous les notebooks quasiment que je fais. Par exemple, alors je vous montrerai après, mais on peut aussi importer des packages qui viennent de NPM ou des librairies et du coup de se dire, ok, j'utilise aussi des éléments déjà existants. Je fais pas tout, je refais pas je réinvente pas la roue à chaque fois que je veux coder que j'utilise une nouvelle plateforme. C'est qu'il y a aussi une très bonne intégration de NPM et autres dans Observable. Et donc moi là, cette un peu cette librairie, ce notebook d'utilitaire, me permet vraiment d'avoir aussi bien des fonctions d'animation que des fonctions pour travailler avec les angles, pour pouvoir faire de l'interpolation justement d'un angle à un autre, parce qu'il y a toujours des trucs où voilà, on arrive de 18 degrés à 272, il va jamais tourner dans le bon sens.
Donc de se dire, ok, je l'ai fait une fois et après je peux m'en resservir. D'avoir tout ce qui est des intersections aussi, c'est hyper pratique. Une fois qu'on bosse sur de la géométrie, d'avoir des choses de ce type-là. D'avoir des classes, par exemple, pour faire des polygones. Alors celle-ci, je m'en suis servi particulièrement pour le plotter et du coup avoir une classe qui me permet de pouvoir gérer comment est-ce que je veux faire mes hachures, l'angle et l'espacement entre les hachures, mais aussi de pouvoir avoir des opérations booléennes sur mes polygones ou de l'offset. Voilà, un paquet de classes, mais je fais aussi dans ce notebook, j'ai mis les par exemple voilà, les modules que j'utilise hyper souvent, par exemple Simplex Noise. Alors, si on voulait utiliser Simplex Noise, moi je vous montre mon process quand je veux utiliser un package NPM. Alors, mettons, déjà je vais voir sur NPM ce que je veux. Simplex Noise. Je sais plus si c'est celui-là que j'utilise. Si, ça y ressemble bien. Bref. Simplex Noise. Ok, il y a ce package qui existe sur NPM. Comment est-ce que je l'utilise dans Observable? Bah, je passe toujours par la même chose. Il y a un paquet, il y a un notebook qui s'appelle Module Require Debugger. Tac. Je vous le partage aussi. Qui a été fait par Tom McBride qui bosse chez Observable. Et donc, mon package il s'appelle Simplex Noise. Tac. Je fais Go. Et là, ce qui se passe, c'est que le package analyse directement du moins le notebook analyse le package et va chercher comment est-ce que je peux l'utiliser dans Observable. Alors, il se passe quelque chose là ou j'ai pas cliqué? Ah voilà. Hop. Et du coup, ici, bah, ça me dit directement, ok, je peux utiliser en UMD, avec bundle.run. Il y a plein de manières de l'utiliser. Ah, les autres leçons, ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Ok, super, merci. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai juste à faire click to copy. Ok, bon, bah, je vais pouvoir dire euh, simplex noise égale. Hop là, et j'ai mon package. Du coup, ça va me permettre en général de pouvoir faire quelque chose de ce genre. De faire. Alors, en général, ce que je fais pour mon simplex noise, je fais simplex égale new simplex noise. Et du coup, ici, bah, plutôt que de faire juste mon rayon uniforme, je peux faire simplex noise 2D xy. Alors peut-être que je vais les réduire un petit peu, on va mettre divisé par 100. Non. Ah oui, c'est qu'après mon rayon, il faut que je lui donne. Là, mon rayon, du coup, il fait une taille entre -1 et 1. Parce qu'avec Simplex, avec ce package-là, je sais que mon noise va entre -1 et 1. Du coup, je peux lui dire fois 50. Alors, peut-être, je peux lui dire tout. On va lui dire plus 1 pour avoir une valeur. Mince. Pour avoir une valeur entre 0 et 2. Et du coup, j'ai mes valeurs. Alors, peut-être que 100, c'est pas assez. Enfin, je pars de 100. Et du coup, j'ai ce genre de choses qui vont se créer. Ou alors, ici, plutôt que de faire x50, je peux faire fois R, qui était
la variable que j'avais mis ici hein, aussi. Donc avoir directement ces éléments-là. Ça, c'est peut-être un peu petit. Et de se dire, ok, là j'en veux 300, et de se dire, bah voilà, ça c'est un élément, quelque chose que je peux utiliser directement avec mon plotter en faisant clic droit, download SVG. Oui, faire x2 moins 1, voilà, ouais, c'était une autre possibilité. Je me suis dit que ça me ferait quelque chose d'un peu plus grand vu ce que ça me donnait au départ en faisant x50. Après, c'est aussi possible aussi de le garder en fait, si on a un rayon qui est négatif sur un cercle, il va pas nous l'afficher. Donc ça peut être aussi assez intéressant pour se dire, ok, à des moments, mes éléments, mes cercles vont disparaître. Donc ça peut être quelque chose à tester aussi. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'on peut faire. Tac tac tac, je regarde un peu l'heure, 21h20, ça va, on a encore un peu de temps. On va pouvoir du coup utiliser un peu des choses que j'ai faites directement, ça nous évitera, voilà. Mais là en gros on a vu un peu tout ce qui était vraiment essentiel à Observable, donc le côté réactif, le côté faire des cellules, d'avoir certaines cellules où on veut afficher que le résultat, d'autres où on veut afficher le code et le résultat, de pouvoir aller chercher des éléments dans d'autres packages, de pouvoir se constituer des notebooks dans lesquels on va pouvoir avoir un peu ces utilitaires, ces fonctions qu'on utilise régulièrement, ce genre de choses, et qui vont vraiment nous permettre de produire. Et donc moi, à partir de ça, bah, justement, j'ai commencé à créer un certain nombre d'utilitaires pour Observable et pour ma pratique. J'en ai fait un premier, alors top. Au niveau SVG, on va s'arrêter un peu là et puis on va passer à autre chose pour voir un peu l'équivalent avec du Canvas. J'ai fait un autre utilitaire, tac, parce que j'aime bien utiliser P5JS, bah, qui s'appelle P5. En fait, il y a une syntaxe qui est un peu particulière avec P5 dans Observable. Il faut ce qu'on appelle un générateur qui va créer le canvas en permanence, mais qui permet toutefois d'avoir quelque chose qui tourne de manière très fluide aussi dans le navigateur. Mais c'est la façon dont fonctionne Observable, la façon dont fonctionne aussi P5 qui met des variables globales de partout. En fait, on va devoir utiliser une syntaxe un tout petit peu plus particulière pour utiliser P5 dans Observable. C'est-à-dire qu'on va plutôt utiliser ce qu'ils appellent P5JS Instance Mode. Tac, tac, tac. Voilà, Instance Mode. Où au lieu d'avoir directement accès à nos fonctions create canvas, background, fill. En fait, on va avoir un élément, alors là ils l'ont appelé P, qui représente notre sketch. Ah, il y a quelqu'un qui a parlé. Non, désolé, pardon. Pas de souci, pas de souci. On va avoir une variable P qui représente notre sketch et qui permettra d'accéder à toutes les méthodes de notre librairie d'habitude P5JS. Alors effectivement, ça crée un tout petit peu plus peut-être de complexité pour utiliser P5 à l'intérieur d'Observable. Mais ça va permettre après d'aller aussi un peu plus loin justement, c'est ce que je vous montrerai juste après. Alors ce premier outil P5, tac, on va dire, je vais faire un MD, tac tac. Hop, voilà. Je fais un autre truc, séparer un peu. Donc, pour utiliser P5, donc j'ai fait un petit utilitaire qui s'appelle P5.
Donc, import p5 from macro135/p5. Ah oui, pardon, at macro135/p5. Et donc après, je peux utiliser p5 qui aura une variable, c'est ce que je vous disais, on va avoir une variable s qui représentera notre sketch. Et du coup, on pourra faire s.setup. Alors, soit on fait égal fonction, machin. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'utilise plutôt cette syntaxe-là, les arrow functions, qui sont un peu plus concises. Create canvas, et du coup, on retrouve ce qu'on avait d'habitude, create canvas, s.draw égale une fonction s.background. En fait, c'est juste de se dire que toutes les méthodes de P5JS, finalement, on va devoir utiliser s. Pour pouvoir y avoir accès, mais on sera du coup dans cet environnement qui est assez pratique. Et du coup, on veut s.fill 255, ou on va faire directement s.stroke 255, s.nofill. Et du coup, on avait s.circle. Du coup, on va retrouver s.width divisé par 2. Alors ça, c'est peut-être le côté pas très pratique. Et du coup, j'ai mon cercle. Et donc, de la même manière, je peux aussi faire un array n. Alors là, je vais pas faire un map parce que j'ai pas besoin de retourner un résultat, mais je peux faire un for each i. Et du coup, de se dire un peu la même chose, finalement, le code que j'avais fait en SVG, bah, finalement, c'est pas très compliqué de le porter en canvas. J'ai juste à faire de me dire ok, mon angle c'est pareil. Alors là, on peut utiliser mat.cos ou mat.sin, ou alors on a pareil dans P5JS, on a des sin et cos, mais ça revient exactement au même. Et du coup, ici, je peux me dire ok, je veux s.circle. Alors, je veux juste garder le rayon et me dire s.circle à x, y. Hop là. Et du coup, pareil, c'est décalé. Alors, mais ça, c'est pareil dans P5JS, c'est pas très compliqué. On peut faire un s.translate s.width divisé par 2, s.height divisé par 2. Un peu grand. Tac, tac. Hop là. Donc, on a ce genre d'éléments. Donc, ça a un premier côté un peu pratique de pouvoir utiliser P5JS, parce que l'API de P5JS reste quand même hyper simple à utiliser pour pouvoir dessiner des choses encore plus simples que le canvas directement. Mais je trouve voilà, ça permet d'avoir une petite transition entre le SVG et de passer à du canvas. Mais du coup, avec le canvas, on va pouvoir commencer à animer des choses, ou alors aussi, alors je l'ai pas fait là parce que c'était plus orienté plotter, mais on peut aussi utiliser de la couleur. Et du coup, on peut aller regarder un autre outil que j'ai fait, du coup, qu'on a vu tout à l'heure assez rapidement, qui s'appelle Give Me Colors. Où en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un répertoire de couleurs. Alors, c'est aussi bien des palettes de couleurs, où on va avoir voilà, un objet palette avec tout un paquet de couleurs. Toutes ces couleurs-là, on peut les retrouver. Donc, on peut importer juste Musli, par exemple. Donc, Musli, c'est un site qui permet de retrouver des couleurs. Et du coup, on peut faire simplement import Musli from
@makio135/givemecolors et du coup on va avoir accès à toutes ces palettes là. Donc par exemple si on veut dire hop, import muesli from tac. À partir de ça, je vais peut-être importer 2-3 autres trucs qui peuvent être pratiques. Par exemple, import roundInt from. Alors, il y a plein de fonctions, je pense qu'elles existent déjà ailleurs, hein, mais c'est simplement que moi, ça me permet d'avoir un truc roundInt, ça me permet de l'avoir, je sais comment il fonctionne. Et du coup, je peux le réutiliser très simplement comme je le souhaite. Je peux utiliser, alors peut-être dans GiveMeColors, je vais importer un autre truc. Je vais importer aussi getRandomPalette après. Et displayPalette surtout. Donc quand elles sont en bleu, c'est que vous avez bien fait vos imports. D'ailleurs, vous pouvez cliquer dessus et du coup, ça vous renvoie directement sur votre sur la fonction dans l'autre notebook. Ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur le notebook pour aller vers le notebook. Donc c'est pareil, quand vous consultez un notebook que vous connaissez pas, bah, vous pouvez aller voir s'il y a des imports. Vous pouvez aller voir où est-ce qu'ils ont été faits. Alors bah, bien sûr, celui-ci va pas en avoir. Mais du coup, ça va vous permettre effectivement de pouvoir aller voir comment, si vous le souhaitez, comment est fait le code à un autre endroit. Donc, alors, ce qu'on veut, c'est déjà afficher notre palette. Alors, on va dire P est égal à, on a importé muesli. On va faire roundInt muesli.length. Hop. Comme ça, j'ai une palette. À chaque fois que j'évalue ma cellule, à chaque fois, j'ai des nouvelles couleurs. Ah, il y a des... à chaque fois, j'ai des nouvelles couleurs. Ces couleurs-là, je peux les afficher, du coup, avec l'autre utilitaire, displayPalette. Et du coup, ça me permet de voir, ok, voilà quelle est ma palette. En général, moi, ce que je me fais, c'est que je fais aussi... alors, j'utilise une autre shuffle, c'est celle que je vous disais tout à l'heure de fonction. En général, ce que je fais, c'est que je fais aussi une deuxième étape. Je fais palette égale shuffle P. Et du coup, ça me permet de me dire, une fois que j'ai une palette, paf, je peux un peu la mélanger et comme ça, je me dirais que la couleur de fond, ce sera la première palette, la première couleur de ma palette, par exemple, palette 0. Et du coup, pour chacun de mes cercles, je pourrais me dire stroke, palette, et pareil, je réutilise roundInt entre 1 et muesli.length. Comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, -1. Non? Qu'est-ce que j'ai écrit? Stroke, palette, à la case. Machin. J'y vois pas clair. Ah non, mais forcément, c'est pas à muesli.length, c'est à palette.length. Voilà, ok. Alors, du coup, là, j'ai un truc aléatoire en permanence. On va peut-être se mettre un petit s.noLoop. Tac. Et donc, à chaque fois, maintenant, je peux changer ma couleur, me dire, ok,
c'est pas le fond que je voulais, et de venir le modifier un peu de cette manière-là. Donc ça, c'est un côté un peu pratique. Après, en plus des palettes dans Give Me Colors, j'ai aussi fait un truc qui s'appelle des champs chromatiques. Pareil, que j'ai pu récupérer à gauche à droite. Alors la librairie D3JS, justement, en a un paquet. Donc je les ai réimportés, les champs chromatiques de D3JS. Comme ça, je peux les utiliser. En gros, je les ai tous au même endroit. Ça m'évite de me dire, OK, quand je veux le champ chromatique de D3, je vais le chercher, je vais faire mon import de D3. Ensuite, quand je veux un champ chromatique de ça, je vais l'importer ailleurs. Là, c'était vraiment de regrouper tout un tas d'outils déjà existants. Donc des champs chromatiques de D3, voilà, comme cela, mais aussi des choses que j'ai pu retrouver sur le site d'Inigo Quiles pour avoir des palettes procédurales, des champs procéduraux, et de se dire, OK, voilà, en fonction de plusieurs paramètres, ça va me permettre d'avoir des espèces de dégradés continus. Euh, mais aussi d'utiliser quelques dégradés qui vont me permettre de faire des cercles directement. Donc par exemple, de se dire, OK, je veux ce cercle chromatique, ce champ chromatique. Ben, du coup, ici, je vais pouvoir dire euh, scales directement. On va faire notre champ chromatique, c'est scale.crossb, c'était ça. Et du coup, ça, c'est une fonction qui va prendre une valeur de 0 à 1. Donc, hop, de 0 à 1. Donc, à 0, je vais y être ici. Et puis, progressivement, je vais aller jusqu'à 1. Et donc, me retrouver sur ces valeurs-là. Et donc, pour mon cercle, pouvoir me dire, OK, plutôt que d'avoir un contour un peu aléatoire, bah, je peux utiliser directement scale i divisé par n. Et donc ça me permet d'avoir ce genre de choses assez rapidement dans Observable. Donc vraiment de pouvoir, c'est ce que je vous disais, il y a le côté, OK, c'est un peu plus compliqué d'utiliser P5JS parce que il faut réutiliser du moins il faut utiliser le mode instance de P5JS, mais finalement c'est compensé par le fait de pouvoir avoir accès à tous les outils aussi d'Observable qui font qu'on est vraiment sur quelque chose d'hyper pratique. On n'a pas besoin de réécrire tout le code à chaque fois. Par exemple, si je voulais refaire mon champ chromatique, bah, soit il y a un package qui existe, mais du coup, il faut aller l'importer. Voilà, c'est hyper long. Là, le process, vous le voyez, j'ai juste à rajouter un truc pour pouvoir importer quelque chose. Pareil, c'était pour importer un package npm, ben, j'ai pas besoin de faire de npm install en local et de faire tout un environnement et ce genre de choses. Là, vraiment, tout est dans le notebook directement. Et donc, à partir de ça, OK, on a P5JS. P5JS, on a vu que c'était un outil qui était hyper pratique pour dessiner, pour faire plein de trucs. C'est un outil que j'ai du coup un peu poussé pour faire aussi des GIFs. Alors en général, je faisais toujours du temps réel, même dans le navigateur, d'avoir des choses. Et puis ça fait quand même un certain nombre d'années que je vois David White. Alors d'ailleurs, je vois qu'il y a une erreur. C'est David White avec un Y. Paf. Et du coup, voilà, quand on a un notebook, qu'on fait des modifications, tant qu'on ne publie pas les modifications, les utilisateurs ont accès aux versions précédentes. Donc là, voilà, je fais publish, comme ça je répare mon erreur. Du coup, P5JS, voilà, un outil hyper pratique pour dessiner avec le canvas dans le navigateur. Et du coup, je voyais le travail de At Bees and Bones, Dave White.
qui fait énormément de gifs, vraiment très 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 stylé. Et du coup, bah, ça m'a intéressé de regarder comment est-ce qu'il faisait. Et il y a déjà quelques années que j'avais vu passer ça. Voilà, 6 ans déjà. J'avais vu passer son template qu'il avait partagé justement, où il le fait avec processing, où il génère ses images et du coup il récupère chaque pixel, il fait pixel par pixel pour analyser les images et du coup créer un motion blur ou des aberrations chromatiques sur ses rendus. Euh, et je me suis dit, bah voilà, ça fait un moment moi que j'expérimente avec plein de choses, avec du GLSL, avec d'autres techniques, avec le web, et du coup de se dire, ok, finalement, on peut peut-être aujourd'hui, pareil, il exportait ses images PNG par PNG, puis après d'utiliser GIF Cycle ou autre ou FFmpeg pour recomposer un GIF, et je me suis dit, bah peut-être qu'aujourd'hui on peut faire ça un peu autrement. Et puis moi, mon domaine c'est un peu plus le web, donc même si Processing, ça a été mon premier amour en framework de creative coding, euh, voilà, c'est important aussi d'essayer avec d'autres technos, de voir comment faire. Et donc l'idée, c'est de refaire un outil qui permette de générer des boucles, mais qui permette aussi de les exporter assez facilement. Donc là, par exemple, mon code, voilà, c'est un Sketch P5 quasiment. On verra un peu les différences. Mais une fois que mon nombre de frames est généré, bah, j'ai juste à me faire un petit save pour avoir mon GIF. Ou alors, bah, une fois que ça fonctionne, j'ai poussé un peu le truc pour pouvoir aussi avoir des vidéos en WebM directement, les générer et les exporter. Donc, alors ça prend un petit peu de temps forcément parce que là, par exemple, il peut y avoir, je sais pas, 16 frames par sample. Alors, la différence avec ces captures de The Spite, en fait, c'est que CC Capture va interagir directement sur le Request Animation. Non, si c'est ça, Request Animation Frame. Il va modifier cette variable globale et du coup va générer autre chose, et c'est pas hyper compatible non plus avec Observable. Donc c'est pareil, dans l'idée de pouvoir continuer à réutiliser tous ces outils le plus simplement possible, bah, de se dire ok, comment est-ce que je peux le faire, comment est-ce que j'ai un outil qui soit vraiment adapté, voilà, pour faire du P5JS. C'est pareil, P5JS et ces captures, ça fonctionne pas trop ensemble justement parce que P5JS va d'habitude appeler tout seul Request Animation Frame en interne, et du coup ces captures essayent aussi de l'appeler, et du coup ça nous fait un truc qui fonctionne pas parce que les deux se combattent là-dessus. Donc voilà, moi l'idée c'était vraiment de le faire déjà avec P5JS, et de se dire bon bah ok, j'ai un outil qui me permet de générer des frames. Donc pareil, j'essaye de documenter à chaque fois comment est-ce que je fais un GIF, du moins comment est-ce que je fais mon outil, comment est-ce qu'il s'utilise. Et du coup, alors on a notre import BNB donc Biz and Bond from Makio 135/BNB. Et ensuite, du coup, on lui passe directement un objet qui est des fonctions. Qui est, je dis n'importe quoi. On lui passe directement un objet, et donc dans notre objet, ben, on va avoir des variables qui sont déjà écrites, des variables avec des valeurs par défaut, et nous on va pouvoir venir réécrire ces valeurs par défaut. Donc dans ces options, on va avoir par exemple un objet global, ce qui va nous permettre de garder quelques variables globales. On va avoir un objet, du moins une méthode setup, donc ça va être le setup de notre animation, la méthode draw, donc on retrouve un peu les éléments de P5JS. On va pas définir la taille, la hauteur et la largeur de notre sketch avec un create canvas width et height. On va directement utiliser ces variables là parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de générer directement
toutes les textures en fait qui vont permettre de faire des samples entre chaque frame et du coup de pouvoir avoir un flou de mouvement. On va pouvoir lui définir est-ce qu'on utilise du WebGL ou pas, donc est-ce qu'on a quelque chose en 3D, est-ce que notre sketch sera en 3D ou pas, est-ce que le nombre de frames qu'on voudra et le FPS, à quelle vitesse on voudra les jouer et du coup exporter aussi notre vidéo, notre GIF, de pouvoir définir est-ce qu'on veut enregistrer et du coup créer la séquence de créer le GIF ou alors continuer à expérimenter avec P5JS directement pour voir le résultat. Vidéo false qui nous permet soit de dire soit on le met à true et du coup ça nous exportera un WebM. Shutter angle et sample per frames, c'est vraiment pour le flou de mouvement. Donc c'est vraiment la quantité de flou de mouvement et combien on veut de frames pour calculer ce flou de mouvement. L'aberration chromatique, du coup, ça nous donne un effet de décomposition de la lumière sur les côtés. Et puis après, j'ai fait aussi un preview qui nous permet, par exemple, j'ai des gifs qui prennent énormément de temps à se rendre compte. Ouais, alors juste WebM, effectivement, pour... Non, alors WebM, du coup, non. WebM, on peut l'exporter de partout. L'idée, c'est pas forcément que ça tourne. Alors même si après, on voit le résultat directement. L'idée, c'est surtout de pouvoir exporter une vidéo et de pouvoir se dire, OK, je veux partager sur Instagram, par exemple. Eh ben, je vais utiliser FFmpeg ou un site en ligne de conversion et du coup, je pourrais faire du WebM to MP4 pour avoir un format vidéo qui a une qualité un peu meilleure que le GIF. Vous le verrez sur certains GIFs, des fois, il vaut mieux... ouais, il vaut mieux... Ah, peut-être WebM-WebP. Je t'avoue que j'ai pas testé sur Firefox l'export en WebM. Euh, Du coup, pourquoi pas directement exporter en MP4 ou en format compatible Twitter, Instagram? Eh ben La parce version que j'ai pas trouvé de libre qui me permettait d'écrire un MP4 directement, mais si vous en avez, je suis carrément preneur. et, euh, du coup, je rattrape un peu les wagons, hein, désolé. Mais il n'y aurait pas moyen d'arriver à ton petit script de FFmpeg qui convertit tes trucs en WebM en Ouais. MP4 de le foutre dans un notebook pour garder cette logique de tout mettre dans Observable. Ah bah si, alors Observable, je sais pas si on peut vraiment faire, on peut faire du serveur, mais sinon par exemple c'est ce que j'utilise sur Give Me Colors. Alors attends, tac. Sur Give Me Colors, par exemple, dans Give Me Colors, on a un outil, par exemple, pour travailler avec des images, pour extraire les couleurs d'une image. Euh, et du coup, en fait, le problème, c'est que souvent, quand on bosse sur le web, alors on va avoir des problèmes de cross-domain et du coup, de pas pouvoir lire les pixels de notre image. Donc, ce que j'ai fait, tuc, 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 tuc. J'ai fait une API en fait, j'ai utilisé Glitch qui lui permet du coup de faire vraiment du serveur et du coup d'avoir ah bah voilà super bon bah à regarder voilà mais du coup ouais sinon FFmpeg sur Glitch mais du coup par exemple j'ai fait une API qui va télécharger une image directement. Euh, on va extraire la palette de l'image et du coup, l'API nous renvoie juste la palette à partir d'une image. Donc, en général, ça nous permet d'éviter justement des problèmes de cross-domain, mais effectivement, ça pourrait être une API qui nous transforme du WebM en MP4 et qu'on ait juste le lien de téléchargement. Voilà, il y a plein de choses qui sont encore améliorables et je compte sur vous pour améliorer tout ça. Euh, mais Ah super, merci. Bah, je regarderai tout ça du coup pour générer du MP4. Comme ça, on pourra même choisir le format. Euh,
Mais du coup, voilà. Donc, j'en étais resté à du WebM dans un premier temps parce que ça simplifiait les choses. Et donc là, par exemple, j'exporte du WebM. Donc, tac, téléchargement, WebM. Pouf, c'est assez pratique. Oui, et ça permet de garder une qualité un peu meilleure que ça, que du, euh, que du GIF. D'ailleurs, je peux vous montrer peut-être un petit outil que j'ai publié juste aujourd'hui, justement pour... comme ça, c'est vous qui en profitez en premier, vous êtes venu voir le workshop. J'ai fait un petit outil qui s'appelle BNB Shader. En fait, c'est le même principe que celui-ci. Où on va retrouver un peu le même fonctionnement, sauf qu'on va avoir en première variable un fragment qui pourra avoir plusieurs uniformes classiques, uRésolution, uTime et uMouse. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir lui passer directement notre shader et de pouvoir récupérer un GIF ou une vidéo aussi assez facilement. Donc un peu dans la même idée, en sachant que du coup, une fois qu'on est dans Observable, on a accès à pas mal de choses. Observable, je ne l'ai pas dit, mais c'est poussé par Mike Bostock, donc le développeur qui a fait D3JS, du moins le main développeur sur D3JS, et donc quelqu'un que je trouve vraiment une brute en code et qui fait énormément de choses. Et du coup, qui a fait pareil une petite fonction dans un notebook qui s'appelle include et qui permet du coup d'aller chercher n'importe quel package GLSLify pour pouvoir l'utiliser dans ses shaders très rapidement. Donc voilà, on est vraiment sur une façon où on va utiliser du C, vraiment bas niveau pour faire notre shader, mais en même temps à l'intérieur de notre C, on peut utiliser aussi directement du JS pour le générer en fait ce shader. Si on regarde un peu la fonction, cette fonction là par exemple, tac, en fait elle va juste faire chercher le fichier texte et du coup le mettre à l'intérieur. Mais ça, moi, je trouve que ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de plus lisible aussi. Je vais utiliser des packages GLSLify. Là, je vais pas avoir besoin de voir 150 lignes de package. J'ai juste une ligne qui me permet de savoir, ok, ça je l'utilise comme ça, ça je l'utilise comme ça. Mais on dérive un peu. Je voulais juste vous montrer l'outil en même temps. Je vais revenir sur Design Bombs et comme ça, on va finir là-dessus aussi parce que je vois que l'heure tourne. En gros, on a notre canvas qu'on a fait avec P5. On va modifier un peu. On va faire import BNB from Macchio 135/BNB. Ah non, mince. Tac. Et donc, mon sketch P5, je vais pouvoir le modifier un tout petit peu. Je vais faire BNB. Je vais pas avoir besoin de ça. Je vais pouvoir avoir setup. Alors, c'est ce que je disais, on va pas avoir besoin de faire un create canvas. Je vais pouvoir faire width. Je le trouve un peu petit. Je vais le faire width 500, height 500. Num frames. On va dire qu'on le fait sur 100 frames, notre shader. Notre animation. Le FPS, on va mettre du 25 frames secondes. Et du coup, ici, je vais pouvoir utiliser draw, 2 points. Et draw, il aura 3 variables. Il aura une variable S qui sera notre sketch P5. Du moins, une première variable qui sera notre sketch P5. Une deuxième variable qui sera notre temps. Du coup, on veut une animation, donc le temps va aller de 0 à 1. Ça nous permet, voilà, on normalise notre temps, du coup, entre 0 la première frame et 1 sur la dernière frame. Et c'est tout ce dont je vais avoir besoin. Je ne vais pas avoir besoin de variables globales. Et donc, je vais pouvoir faire ça. Donc ici, ouf, normalement, j'ai la même chose. Donc là, j'ai mes 100 frames qui sont en train de se calculer.
Toc, toc. Et une fois qu'il a terminé de les faire, bah, normalement, il devrait me faire mon GIF. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas de mouvement, c'est un peu compliqué de le voir. Ce qu'on va faire, c'est ce que je fais. Ah oui, j'ai un no loop. Du coup, forcément, ça fonctionne moins bien. Mais ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va mettre du mouvement et puis créer. Merci Pierre. On va créer une animation. Hein. L'idée, c'est de faire une boucle et pas de faire quelque chose de statique. Donc, en général, ce que je fais avec le temps, c'est que je fais une variable cost de t qui est égal à du coup mat.cos de t fois, alors on va utiliser s.to, donc 2pi. On va avoir une autre variable sin de t. En fait, l'idée, ça va être d'avoir quelque chose qui nous permet de tourner dans notre noise et de pouvoir avoir une boucle. Alors là-dessus, je vous invite à lire, il y a, comment il s'appelle, Étienne Jacob, At Necessary Disorder. Disorder. Toc, toc, toc. Ah, tu devrais pas avoir le dièse 80 75. Ah, ok. C'est bizarre ça. T'aurais pas des problèmes de connexion? Mais non, normalement, c'est bien la bonne syntaxe en plus. Donc, je vois pas d'où ça vient. Mais du coup, ouais, je vous disais, alors juste pour en revenir là-dessus, At Necessary Disorder a fait plein de posts hyper intéressants justement pour voir comment est-ce qu'on pouvait alors faire des gifs déjà. Du coup, j'en ai regardé un paquet. Et d'ailleurs, j'ai des notebooks qui sont vraiment que de refaire les gifs qu'il a pu faire avec P5JS pour arriver à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Ça fait vraiment partie des notebooks que j'utilise pour étudier un sujet en particulier. Mais du coup, il y a... où est-ce qu'il est? Ah bah voilà, il y en a un qui est vraiment sur utiliser ça et il doit y en avoir un autre sur... faire des boucles à partir de noise justement. Alors, toc 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 toc. Je sais pas. Bon, je vous mets le lien vers son blog. Il y a plein d'articles hyper intéressants et du coup, c'est vraiment une ressource à consulter, je pense. Et du coup, donc ici, en gros, moi, vous faut imaginer mon temps, je vais le faire tourner justement en utilisant cos de t et sin de t. Je vais le faire tourner, super. Pour le faire revenir à une position, et donc là ça me donne en gros deux autres valeurs, et du coup au lieu de faire un noise 2D, c'est pour ça que j'utilise ce package, c'est que j'ai aussi un noise 4D, et du coup je vais pouvoir lui dire cos de t, sin de t. Alors, je vais juste faire un tout petit peu de tac tac 150 et de se dire A fois R. Alors, je vais le modifier ici, ça m'évitera de me déplacer. Mais du coup, de se dire, ok, voilà, j'ai ça. Ah, mais non, mais ce qui se passait, c'est que j'avais pas d'enregistrement, mais c'est tout à fait logique. C'est c'est ce que je vous disais. Il faut juste mettre record pour que à la fin de nos 100 frames, on a une espèce de blocage qui soit en fait le temps où on crée notre GIF. Alors là, mon animation, elle est un peu rapide au niveau du mouvement, en fait, des variations que je peux avoir. Et du coup, ça peut être simplement de réduire, en fait, le cercle que je fais avec le temps. Donc là, au départ, en fait, j'ai un rayon de 1. Je peux peut-être simplement le réduire
en faisant 0,5. Et du coup, de se dire, ok. Pareil, un autre truc que je fais, alors c'est devenu un peu le bazar sur ce notebook. Tac, MD, 2, 3, reports, hop. Notre simplex noise, où est-ce qu'il est? Il est là. En général, alors, je vais venir le... Ah, pas trop loin. En général, ah non, je voudrais juste le caler juste en dessous. Hop. Ah, mais non, mais c'est pas vrai. Désolé, c'est moi qui fais n'importe quoi. Tac. En général, ce que je fais avec mon simplex noise, plutôt que d'avoir... Là, vous allez voir que peu importe le nombre de fois où je le génère, j'aurai toujours les mêmes variations parce que j'ai toujours le même point de départ sur mon simplex noise. Du coup, je pourrais venir rajouter une valeur ici aléatoire, plus 10 000 ou autre. Ce que je fais en général, c'est plutôt ça. Je fais seed égale date.now. Pof. Et après, j'ai juste à l'utiliser comme seed pour mon simplex noise. Et donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? C'est mon ordinateur qui est en train de décoller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me génère comme un... Non, ça c'est une erreur qu'on a eu il y a très longtemps. Ah, voilà. Ok, c'est juste que mon ordinateur rame un peu entre Discord, OBS et Observable qui tourne tout en même temps. Du coup, là, j'ai mon GIF et vous voyez, les couleurs sont un peu très passées. Du coup, une des choses que je peux faire, c'est simplement exporter en vidéo. Pour avoir mon résultat. Ouais, après, en général, justement, j'utilise pas forcément la console quand j'ai une erreur au milieu du code, je fais directement retourner mon élément et comme ça, j'ai le résultat qui est dans ma cellule, en fait. Et du coup, là, c'est si la seed me convient ou pas, j'ai juste à générer une nouvelle seed et du coup, ça me permet d'avoir mon nouveau résultat et de voir comment est-ce que ça vient la modifier sur ma boucle. Ou pareil, finalement, je veux pas pros B, je veux pros F. Tac. Mais vous voyez, les éléments, les paramètres sont vraiment dans des blocs séparés et c'est ça que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'on va venir modifier certains éléments. Le côté réactif va venir tout de suite venir remodifier l'autre élément et du coup de pouvoir continuer directement sur ce qu'on souhaite. On doit avoir un tout petit truc, ça doit être I divisé par N-1. Non, il me fait un truc bizarre. Mais voilà, en gros, c'était vraiment ça. Alors du coup, après, une fois qu'on a ça, effectivement, bah, donc c'est ce que je vous ai montré un peu avec Observable, c'est l'idée d'avoir des notebooks qu'on peut organiser en collection, c'est l'idée d'avoir des cellules qui sont réactives les unes par rapport aux autres. Et donc là, on voit un peu plus le data flow. Donc par exemple, Simplex Noise est utilisé avec Simplex
et on le réutilise dans Result et dans ce canvas-là. Donc c'est là où on voit que c'est un peu le bazar là dans mon organisation. C'est le Notebook Live qui a donné ça. Mais on voit un peu déjà les liens entre les différents éléments les uns entre eux. On voit qu'on peut utiliser énormément d'outils qui peuvent être déjà faits dans un autre notebook. Donc c'est pareil, la home de Observable, vous avez chaque semaine, vous avez des notebooks hyper intéressants. Alors bah là, ok, c'en est un que j'ai fait, mais il y a plein d'autres choses. Euh, et du coup, de se dire, ok, voilà, je sais pas, c'est des Hilbert Curves. Donc des fois, on est vraiment sur, voilà, apprendre des choses où le médium est à la fois de la documentation, mais aussi du code. Et c'est ça que je trouve vraiment enrichissant avec Observable. On n'est pas forcément dans un environnement de production pour arriver à un résultat quoique ça dépend, hein, si le résultat après c'est d'exporter des fichiers ou des éléments pour arriver à autre chose, mais on n'est pas sur vraiment forcément ce qu'on veut afficher dans le web. Quoique il y a aussi des articles qui sont faits avec Observable qui sont hyper intéressants justement, où des fois on va avoir juste du texte, des, des, des visualisations interactives et après on aura peut-être des éléments de code qui sont sur la fin justement pour essayer de comprendre comment est-ce que c'est fait. Mais on est vraiment dans un environnement qui permet de s'enrichir sur sa compréhension des éléments, de pouvoir tester très rapidement plein de choses. Avec Observable, bah, j'ai pu tester, alors c'est un peu dans les to continue. Euh, j'ai joué avec un package qui a été fait par Kevin qui est présent justement pour autour de WFC Wave Function Collapse euh, qui va me permettre, alors ouais, il prend un peu de temps, qui va me permettre, Wave Function Collapse, je ne sais pas si vous voyez, c'est un algorithme qui va du coup, ou peut-être que Kevin, tu peux nous en dire un mot live. Ouais, ouais, super, merci. 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 Donc, un function collapse, donc c'est un algorithme qui a été développé par une autre personne dont je ne connais plus le nom. Maxime Gumin, je crois. Voilà, c'était. Ouais. C'est parce que je l'ai noté ici, c'est pour ça. C'est un algorithme qui permet donc d'analyser. Dans ce cas-là, il y a deux modes de l'algorithme. Et dans ce cas-ci, c'est analyser donc une suite de tags données. Ça va essayer de reproduire des images en prenant les mêmes caractéristiques par rapport aux successions de tiles. Par exemple, là, dans l'exemple qu'on voit, donc, ça reconstruit des fleurs sur base d'un seul groupe de fleurs. Là, ça reconstruit un labyrinthe sur base d'une seule image. On donne une image à l'algorithme et l'algorithme essaie de reproduire des images similaires. Ouais, super. Merci. Et du coup, Observable, ça m'a permis de pouvoir réutiliser ça directement et de se dire, ok, je vais prendre une image. Alors moi, j'ai pris une image de Zelda. À partir de mon image de ma map, c'est d'analyser un peu toutes les tuiles uniques que je vais avoir dans ma map, de créer une carte de ces tuiles uniques. Et alors celui-ci il fonctionne pas très bien. On va regarder sur où est-ce qu'il est l'autre. Ah voilà, Super Mario WFC, il fonctionne beaucoup mieux. En fait, sur Zelda, c'est un peu complexe les cartes. Du coup, il y a pas mal de fois où il échoue. Mais du coup, voilà, pareil, on prend un monde, on va prendre juste une partie de ce monde, par exemple, et de se dire, ok, alors je vais me mettre un peu plus loin. Je veux les petits châteaux. Et à la fin, hop. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? De se dire, ok, je veux prendre une partie de la carte, analyser chaque tuile qu'il peut y avoir dans cette carte, les extraire, refaire une carte à partir de ça, et de se dire, ok, bah vas-y, génère-moi le monde. Et du coup, Wave, du moins,
Observable m'a vraiment permis là de tester un paquet de packages différents, justement celui-ci du coup qui va permettre de faire voilà des cartes à partir de ça et de se dire ok vas-y régénère-moi des cartes assez rapidement. Mais c'est aussi alors j'ai testé là, ce week-end un package du moins qui s'appelle LN qui a été développé par Michael Fogelman je crois. Et du coup, le package a été porté par Brandon Dale en JavaScript pour pouvoir faire justement du rendu 3D mais en SVG et donc pour le pen plotter. Euh, et, et donc ça, c'est le package est en Go à la base. Ensuite, il a été porté en TypeScript par Brandon Dale et donc souvent on arrive sur des trucs donc ça fonctionne assez bien. Souvent on est sur des environnements qui sont hyper complexes dès qu'on veut toucher quelque chose. Et là, bah, avec Observable, je lui dis juste, OK, j'ai ce package-là, at LNJS Core. J'utilise le module Require Debugger. Il me dit, OK, tu peux l'utiliser comme ça. Et du coup, tout de suite, ben, j'ai l'élément à l'intérieur. Je peux regarder quelle fonction je vais avoir, comment je peux l'utiliser, aller regarder un peu les exemples et les comprendre un peu mieux parce que c'est des exemples, alors c'est en TypeScript, du coup ça reste assez lisible, on va dire, par rapport à du JS. Mais du coup, des fois, on a des exemples où la syntaxe va être vraiment très particulière et là, Observable bah, me permet vraiment de venir manipuler, de pouvoir voir les éléments. Donc c'est un peu ce que tu disais, Rock, tout à l'heure avec d'utiliser la console. Là, en fait, la console, c'est directement mon notebook aussi. Et c'est vraiment ça qui permet de comprendre ces éléments-là. Et quand on développe quelque chose, ben souvent on a le nez dans la console pour essayer de comprendre tous ces éléments. De la même manière, il y a un autre, juste pour conclure, hein, il y a un autre, je sais pas si vous voyez Toxi, qui a fait Carsten Schmidt qui a fait Toxic Libs du coup sur processing et qui a fait un truc qui s'appelle Umbrella thing.ng qui développe en ce moment une librairie un peu c'est un peu l'équivalent de Toxic Libs. C'est un je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais ce gars a l'air d'être un génie du code et il est sur plein de choses hyper complexes, mais qui du coup donnent l'impression que c'est inaccessible et Observable, ben justement, le rend accessible parce que je vais pouvoir aller directement aller chercher un package, me dire ok, je l'importe et du coup de pouvoir vraiment expérimenter, voir le code. Donc on est vraiment sur la compréhension, une lecture du code et son utilisation après dans un environnement qui permet d'avoir un résultat tout de suite visuel aussi. Et donc même si Observable est utilisé beaucoup pour de la visualisation de données aujourd'hui, bah, je trouve que c'est une plateforme qui peut être hyper intéressante et hyper riche pour une pratique de creative coding justement où on va avoir tendance à construire ses outils, à itérer, à améliorer, à avancer progressivement, à se nourrir de plein de choses différentes et du coup avoir besoin de les organiser. Et donc c'est là-dessus, en tout cas, moi je me suis trouvé une plateforme qui me permet vraiment d'expérimenter, d'apprendre et d'aller le plus loin possible. Je vais conclure là-dessus. Et puis, je vous remercie à tous d'être venus. On déborde un tout petit peu. Ça va 22h13 pour 22h. C'est pas trop mal. J'espère que le stream a bien fonctionné pour tout le monde. Et n'hésitez pas, ben, de toute façon, il y a le Discord qui vous reste toujours accessible. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'expérimenter. Je vais uploader la vidéo sur Twitch. Merci à tous. Sur Twitch, si jamais, forcément, il y a eu pas mal de choses. Donc, si jamais il y a besoin de revoir des choses, n'hésitez pas, je mettrai la vidéo sur Twitch. Et puis après, n'hésitez encore moins à me poser des questions. Je suis ravi de répondre. Donc, voilà. Merci à tous. J'arrête le stream. Tac.
Merci, merci. Bonne soirée. Merci à toi. Avec plaisir. Ah, peut-être, j'ai même pas, pardon, j'ai pas fait. Est-ce qu'il y a des questions, tout simplement? Moi, je dirais un peu pour lancer la discussion avec toi. T'as pas un peu peur de te sentir pieds et poings liés à observer et, euh, et demain, si le design, les fonctionnalités, le site change ou carrément se Bah, ferme, ouais. de te retrouver avec un peu ce truc de dire bah, genre j'avais tout qui était en ligne et tout, et du coup ce côté hyper pratique, mais à la fois aussi de perdre tout un tas de ressources que tu avais pu faire. Alors, l'avantage, c'est que Observable, il y a leur runner qui est open source. On peut tout Yes. exporter et ça reste du JS. Donc, c'est hyper simple, du coup, de me dire, OK, ce rendu-là, des expérimentations sur lesquelles je travaille, euh, je les fais dans Observable, mais il y a un moment, j'ai besoin de les passer en prod. Bah, c'est hyper simple d'aller récupérer mon code et de me dire, OK, pof, je l'exporte sur autre chose. C'est vraiment plus un environnement de programmation, tu vois, sur lequel je vais pouvoir expérimenter, un peu comme mes carnets. Mais finalement, tu vois, mes carnets, c'est pratique. Mais il y a un moment, j'ai besoin effectivement de bosser à l'extérieur. Et du coup, je trouve le côté d'Observable qui reste très pratique parce que j'ai accès aux sources de tous les éléments aussi que j'utilise, donc je peux forcément les réutiliser assez facilement, les exporter très facilement. C'est pas comme si j'étais coincé avec un langage qui soit vraiment dédié à la plateforme. Donc c'est ça aussi l'avantage d'Observable, je trouve. Et par rapport à l'export, justement, il y a une fonctionnalité comme sur CodePen où tu peux récupérer facilement, Ouais, genre, on peut exporter le notebook, je sais ok, plus si on peut les faire tourner en local, peut-être pas encore, ils sont en train de développer ça, mais on peut les embed aussi. ok, Et du coup, c'est vraiment hyper pratique. Après, il y a aussi le fait qu'il y ait une grosse communauté Observable. Alors, je sais plus comment c'est. Ça doit être talk.observable.com où justement on peut on peut ah bah voilà mon nouveau taf les devs qui bossent sur les dataviz les boss sur Observable voilà ça va tout seul à intégrer dans le produit. Ok, donc ouais, on peut exporter effectivement des vues aussi, les cellules qu'on utilise dans nos notebooks on peut les exporter et les réutiliser à l'extérieur et c'est ça qui est vraiment aussi hyper pratique sur yes, Observable. Et ouais, c'est ce que je disais, il y a une communauté qui est hyper active. Et effectivement, le fait que ce soit une plateforme qui semble hyper complexe au départ, du moins, il y a plein de développeurs vraiment expérimentés et qui sont sur une plateforme qui est là pour faire du partage aussi de connaissances. Et du coup, moi, à chaque fois que j'ai eu des questions, tout de suite, j'ai eu des super réponses vraiment enrichissantes. Et donc, c'est un bonheur de bosser là-dessus et avec ces personnes. Bah, c'est ce que je disais, Mike Bostock, qui paraît à un niveau interstellaire, a toujours pris le temps aussi de répondre à toutes les questions. Il est proactif, c'est hallucinant. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a plein. Voilà, ça fonctionne vraiment bien, une grosse communauté avec des gens qui connaissent vraiment la plateforme et du coup qui sont là pour aider. Kevin disait, bonne question, j'ai remarqué que glitter.io est disparu, j'avais quelques sketchs. Ah voilà, ouais, ben ouais, ouais. Ouais, mais c'est pareil, moi c'est un ce peu que je disais, hein, Pardon? les outils en ligne, et Ouais, c'est un peu toujours le truc de, bah c'est à partir ça, de quel moment tu décides de te lier avec un outil c'est et du coup ça. c'est jamais Bah sûr. après moi c'est ce que je disais, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé et ça fait euh, et du coup, j'ai testé. Alors, j'ai fait des tonnes de sketch processing sur mon ordinateur. J'ai fait après du open processing. Après, j'ai fait du CodePen. J'ai fait
j'ai fait du glitch, j'ai fait, je sais pas, genre, j'ai testé tout un tas de plateformes et tout, et j'ai aussi fait plein de pages de GitHub Pages avec des projets, euh, parce que j'aime, j'aime le web et le fait de pouvoir partager, justement, de pouvoir faire comprendre, et puis même moi, ça me permet d'enrichir la compréhension du fonctionnement des choses, et du coup, c'est pour ça que je le fais sur le web en général. Mais il y a toujours un risque, c'est pareil, de tout garder sur sa machine, c'est le coup à ce qu'on crame sa machine et qu'on perde des tonnes de boulot. Il y a Ouais, toujours en fait des problèmes, c'est pareil, tu postes ton truc sur GitHub, tu vois, GitHub passe acheté par Microsoft, tu sais pas ce qu'il en devient, est-ce que tu migres tout chez GitLab, mais GitLab peut fermer, tu vois, il y a plein de choses comme ça. oui, En, oui, non, c'est un peu l'éternel débat voilà, de la et question c'est épineuse, mais ça. Ou même tu non, enfin, utilises des outils. Pardon, vas-y. non, non, c'était juste un peu pour avoir ton avis à Ouais, ouais. discuter là-dessus. En Mais c'est fait, toujours du un moment que tu utilises un outil, mauvaise réponse, quoi. ouais, ouais, bah, du moment que tu utilises un outil, un OS, tu vois, ton OS va changer ou doit être mis à jour, tu peux plus utiliser tes outils. Tout fait que tout est lié et tout reste hyper complexe. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment trouvé une plateforme qui me permet d'expérimenter, de développer, de comprendre des choses. Et du coup, ça, c'est des choses que je garderai plus que la plateforme, forcément. Tu vois, il y aura forcément un moment où peut-être que je changerai et j'irai sur d'autres choses. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, ouais, Discord comme plateforme pour des workshops, très très bien. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné pour tout le monde, donc top. Stéphane, moi, je peux partager le notebook que j'ai fait aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? Untitled. Par contre, il est vraiment en bazar, hein. Je vais faire comme ça. Enable link share. Hop. Et voilà. Yes, merci. Ah non, c'était Maxence, pardon, c'était pas Stéphane. Stéphane, en téléchargement local, problème de Corse. Tac, faut juste. Ok, super. Merci Stéphane. Eh ben top, c'était cool. Quand est-ce que tu fais un workshop? Bientôt, j'annonce ça bientôt. Ok. Attends, Ah on oui, y arrive. j'ai très rapidement présenté Antipattern au début, donc là c'est Rock qui discute Ad Cyclone, qui fait des expérimentations creative coding tous les jours depuis un peu plus de 2 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, qui poste tous les jours shader et autres expérimentations. Et que C'est j'essaye de ça. ramener sur Observable. Non, jamais, jamais, toujours en local, moi. Non, mais ouais, bah, la présentation de l'assaut, je te fais compte. Mm, Et puis après, pour dire un mot, j'en avais un peu parlé déjà à certains ici, comme Joseph. J'aimerais aussi un peu avec Lionel du coup lancer des workshops du coup, plutôt orientés sur les shaders et peut-être avec une certaine régularité aussi. Donc si jamais ce genre de choses vous intéresse, il y aura des choses qui se feront tout au long de l'été. Donc voilà, entre deux pina coladas au soleil, n'hésitez pas à venir faire un peu de creative coding sur ce Discord. Voilà. parfait. Eh ben merci à tous, bonne soirée. Yes, bonne soirée.